Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. Ces derniers jours, Djibouti a refait parler de lui dans les médias nationaux qu'internationaux. D'abord avec des législatives à sens unique, boycottées par une partie de l'opposition, et ensuite avec l'expulsion de 2 responsables de la Fédération internationale pour les droits humains. Ce soir, nous recevons Alexis Mohamed, chargé de mission du président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je disais que votre pays avait fait parler de lui. On parlera de l'expulsion tout à l'heure des 2 responsables de la FIDH. Avant d'en parler, je voudrais qu'on s'attarde quelques secondes sur les dernières législatives dans votre pays. Sans surprise, donc, l'UMP, le parti au pouvoir, l'a emporté. 57 sièges, hein, c'est ça, hein. J'ai fini par me dire que finalement, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Vous êtes d'accord avec moi? Non, pas tout à fait. Il n'y a pas du tout eu absence, en tout cas, de la participation de l'opposition. Il y a une partie de l'opposition qui a bien pris part à ces législatives, qui a été consciente également de ses responsabilités politiques, puisque ces partis-là représentent tout de même des citoyens. Pour ceux qui c'est une opposition pour ceux qui non, ça c'est vous qui le dites. Oui. Pour ce qui est du restant de l'opposition, il n'y a eu aucun refus. D'ailleurs, tout le process a été admis et il y a eu la pleine adhésion également des restants de l'opposition, sauf que malheureusement, je parle de restants de l'opposition, oui, qui n'ont pas participé et qui crient aujourd'hui au loup. Il faut savoir qu'ils avaient la possibilité de participer. Ils ont mis également, pour être franc, accepter les process. Ils ont suivi les règles, etc. Sauf qu'à un moment donné, ils n'ont pas voulu participer en raison tout simplement de garanties, de la caution dont il fallait déposer, au prétexte qu'ils craignaient que l'État ne le rembourse pas. Voyez-vous, c'est un petit détail, mais qui a également son importance, parce que je considère que lorsqu'on est porteur de voix de nos compatriotes, et lorsqu'on se dit également de partie de l'opposition qui est prête à travailler pour une alternative, eh bien il faut également se donner le sens, il faut donner en tout cas un sens à ses responsabilités et participer sans avoir à craindre que votre caution va vous être remboursée ou pas. Néanmoins, effectivement, il y a eu d'abord des démarches et ensuite il y a eu un recul de la part de ceux qui ont voulu participer en tout cas à ces législatives. Donc il n'y a eu aucun refus. Et donc vous avez combattu faute de combattants et gagné faute de combattants. À qui la faute? Je vous pose la question. Je vous repose la question. À qui la faute? À ceux qui n'ont pas voulu y participer ou à la majorité présidentielle? La majorité présidentielle, notamment l'UMP, n'a ni à contraindre, ni à obliger en tout cas nos concitoyens qui se disent de l'opposition à participer à une échéance électorale. Donc à qui la faute si ces personnes n'ont pas voulu suivre cela? On est bien d'accord, donc votre pays est une démocratie. Mais elle est une démocratie. Bien sûr, elle est une démocratie. Vous comprenez pourquoi au moins on s'étonne que dans une démocratie, l'opposition ne puisse pas participer à une élection législative. Vous comprenez ça au moins? Voilà, on a le droit de se demander si c'est une vraie démocratie. Dites-moi, citez-moi un seul nom ou un seul parti auquel les autorités djiboutiennes ou la majorité en tout cas présidentielle a refusé d'y participer. Je viens de vous le dire encore une fois, il n'y a jamais eu de refus. D'ailleurs, il n'y a pas à avoir des refus. Les règles démocratiques ont été, comment dirais-je, posées. Tout le monde pouvait y participer, sauf que je vous le dis encore, ce n'est pas à la majorité présidentielle de contraindre qui que ce soit de participer ou pas. C'est à chacun de prendre ses responsabilités. Et lorsqu'on se dit responsable politique, eh bien, il faut se donner ses courages de participer en tout cas à des échéances lorsque les opportunités vous est données. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je ne suis pas du tout d'accord lorsque vous dites qu'on a refusé d'accepter à ce que l'opposition puisse y participer. Citez-moi un seul nom, un seul parti à qui on a refusé. Même si les règles du jeu ne sont
sont pas si claires. Bon, c'était pas l'objet de notre émission aujourd'hui, c'était une opportunité d'évoquer cette question avec vous. Vous disiez tout à l'heure que votre pays était une démocratie et je me posais une deuxième question à ce sujet en disant comment se fait-il que dans une démocratie, on soit capable de faire irruption dans la chambre d'hôtel d'un avocat, de le sortir de force, de le mettre dans un avion et de l'expulser du territoire sans respecter les règles. Comment se fait-il qu'on donne un visa, on accorde un visa à quelqu'un qui vient d'une ONG des droits de l'homme et qu'on la remet directement dans l'avion dès qu'elle arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est aussi une démocratie, ça? Là, je comme l'impression qu'en fait, vous, je ne dirais pas qu'il y a une mauvaise foi, mais vous vous faites juge d'une réalité complètement pervertie. Donc je pense que vous parlez du vice-président du FIDH qui était venu récemment à Djibouti. Alexis de Soif. Exactement. Il faut savoir une chose, c'est que la perversion dans la réalité, enfin pour ce qui concerne la réalité de cette affaire, je vais également vous dire de quoi il s'agit. Là, en vous entendant dire et utiliser autant de termes, c'est comme si Djibouti évitait la transparence en matière des règles de droits humains ou des règles de droits de l'homme. Il faut savoir que ces messieurs-là, cher monsieur, avaient comment dirais-je, effectué une demande de visa auprès de notre ambassade à Bruxelles au mois de décembre. Sauf qu'il n'a pas voulu attendre le temps de l'instruction de son visa pour une mission à Djibouti. Donc, entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effectué une demande de visa, de e-visa, pardon, où il a considéré qu'il fallait contourner en tout cas les autorités djiboutiennes. Donc, pour quel motif? C'est au motif également d'aller à Djibouti en tant que touriste, et non pas en tant que personne missionnée pour un travail de son ONG. Il faut savoir que ce monsieur-là, qui vous dit avocat, certes c'est un avocat, qui a également une multicasquette, parce qu'il faut savoir qu'il y a, dans le cadre d'une telle mission, il faut quand même de la neutralité et de l'objectivité. Comment un tel monsieur, qui est à la fois l'avocat d'un membre de l'opposition, d'un parti de l'opposition, et qui est en même temps avocat de certains membres de l'opposition qui sont d'ailleurs impliqués dans le saccage de l'ambassade de Djibouti à Bruxelles, puisse tenir aujourd'hui de tels propos. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Il faut savoir que ce monsieur-là n'a pas été à aucun moment en tout cas inquiété, c'est que au regard du motif de son, comment dirais-je, de sa mission à Djibouti, qui était en tant que touriste et non pas en tant que personne chargée d'une mission, qui était complètement erronée, bien évidemment, ce monsieur-là quelque part a fait un défaut aux règles, en tout cas, législation de ces pays-là. Donc, vous me dites qu'il a contourné les règles, il a obtenu un visa touriste, il est rentré dans votre pays, et à partir de ce moment, les renseignements généraux ont commencé à le filer le matin, à midi, le soir, à voir qu'est-ce qu'il boit, qui il voit, etc. Et quelques heures plus tard, ils font irruption dans son hôtel. Vrai ou faux qu'ils sont allés dans sa chambre, qu'ils l'ont sorti de force, qu'ils ont retiré ses téléphones et ses cartes SIM? Au moins, vous confirmez ça. Non, je ne confirme absolument rien. Laissez-moi aller jusqu'au bout de raisonnement et de la version également de l'État de Djibouti. Ce n'est pas parce que vous êtes vice-président d'une ONG que vous pouvez vous permettre de rentrer dans un pays avec un motif de visa qui est complètement erroné. Ce n'est pas parce que vous êtes également vice-président d'une ONG que vous pouvez vous permettre aussi de venir piétiner les règles et les législations d'un pays. Ce n'est pas parce que vous êtes vice-président d'une ONG que cela vous donne le droit de venir sur son territoire sans autant également, par exemple, même disons s'il était dans le cadre d'une mission, de ne pas voir non plus les autorités concernées et qu'il devait également voir. Alors lorsqu'on vient dans un pays, le respect prédomine. Donc d'autant plus c'est quelqu'un qui est censé savoir ce que c'est les droits de l'homme et les droits humains. Donc les législations d'un pays prévalent également sur le reste. Quel droit humain a-t-il bafoué Non. Je dis en tant que défenseur de droits humains, il connaît également les règles lorsqu'on va dans un pays. Donc ces personnes-là qui étaient normalement censées, même dans le cadre d'une mission, la première des choses c'était de se rapprocher des autorités
auprès de qui normalement il était censé mener cette mission. Et mais lorsqu'il n'a jamais laissez-moi aller jusqu'au bout, et lorsqu'il n'a jamais rencontré ni le ministre de la Justice, ni les responsables de du CNDH également de Djibouti, ni aucune autre autorité, et que ce monsieur-là n'avait qu'une seule mission, c'était de voir et de rencontrer en tout cas de personnes, de membres en tout cas de l'opposition, dont il est également le conseil, jusqu'à là, je pense qu'il fait quand même des fois à sa mission. Donc il manque d'objectivité, il viole les règles de votre pays et que vous étiez en droit de l'expulser du territoire national. On l'a invité à quitter en raison justement de son comportement et de son attitude. Comment on invite quelqu'un à quitter en entrant, en faisant irruption dans sa chambre d'hôtel et en le sortant de force de sa chambre? Non, ça c'est la version. À partir. Ça c'est la version de ce monsieur-là. Lorsque les autorités ont constaté qu'il y avait une entorse en tout cas par rapport au motif initial de sa présence à Djibouti, bien évidemment, le pays, qui est Djibouti, est un État souverain. De lors qu'il a été trompé, invite tout simplement la personne à quitter son territoire. Et la deuxième Donc il n'a ni été arrêté, d'ailleurs il a été même conduit jusqu'à l'aéroport. Et le service de sécurité, en tout cas la police, est restée avec lui pour le protéger de manière à vraiment le voir monter dans un avion. Oui, pour vous assurer qu'il partait vraiment. Est-ce que vous avez quelque chose à cacher, vous, le gouvernement de votre pays, l'État de Djibouti, même le président Ismaël Omar Guelleh, si vous n'avez rien à cacher, pourquoi vous ne le laissez pas faire son travail? Non, c'est celui qui avait quelque chose à cacher, qui est rentré de façon quasiment illégale dans ce pays. De la même façon que je vais vous dire, la République de Djibouti, et notamment les autorités concernées, attendent également de la présidence du FIDH d'envoyer n'importe qui d'autre qui pourrait venir travailler en toute transparence avec les autorités djiboutiennes, mais pas quand même avec quelqu'un qui a une multicasquette. Ah, très bien. Ce soir, vous me dites sur ce plateau que si la FIDH était décidée à renvoyer une équipe à Djibouti, la FIDH est la bienvenue. Tout à fait. Ça a déjà été confirmé par un communiqué également du ministère de l'Intérieur. On est en toute transparence, il n'y a absolument rien à cacher. Et je vous le réconfirme encore ce soir ici en plateau, que la République de Djibouti, ni les autorités en tout cas djiboutiennes, ne refusent à ce qu'il y ait deux autres personnes missionnées dans les cadres justement de l'évaluation des droits de l'homme à Djibouti. Je vous pose une question, est-ce que cette équipe aura le droit de voir qui elle veut, quand elle veut, sans être tout le temps marquée par un membre des services secrets? Mais absolument, mais absolument. Mais vous savez, si les autorités en tout cas, ou si la sécurité intérieure d'un pays doute de quelqu'un, elle s'octroie tout simplement en tant que pays souverain de préserver la sécurité de ses citoyens et également de son territoire. Ça, c'est des pratiques des États policiers. Ah bon? Vous êtes en train de... Ça se fait partout dans le monde, non? Absolument pas, monsieur, absolument pas. Donc, ce qui crée en fait des difficultés, puisque vous parliez de transparence, c'est lorsqu'on vient dans un pays qu'on n'a pas été transparent. À quel motif vous pouvez vous dire vous-même que vous allez vous rendre, par exemple, à Paris ou dans un autre pays avec un visa motivé d'une autre façon? Donc lorsque vous venez, lorsque vous êtes journaliste ou également membre d'une organisation internationale dans les cadres de droits humains, de droits de l'homme, je pense que vous n'avez absolument rien à cacher non plus. Donc au moins, ce monsieur aurait pu attendre le temps que les autorités djiboutiennes lui répondent, de manière à agender également ses visites, puisque c'est ce qu'il avait demandé, que de se voir un peu impatient et de partir comme ça, en trompant justement les autorités djiboutiennes. Alexis Mohamed, on n'a pas beaucoup le temps. Vous vous rendez compte, et il fait une demande de visa en décembre, nous sommes au mois de mars, et votre pays n'a pas été capable de faire une enquête et de pouvoir lui donner ou refuser le visa en temps normal. Il est normal, il savait très bien que vous n'autoriserez pas sa venue. Vous saviez pourquoi. Monsieur Ahmed, soyons de bonne foi. Lorsque vous demandez aujourd'hui que je me trouve en Algérie ou n'importe quel pays, même à Djibouti, tiens, et que je demande un visa pour un pays issu, en tout cas, de l'espace Schengen, ça prend combien de temps? Ça prend une semaine? Ça prend 2 semaines? Ça prend 3 semaines?
Ça prend plus que cela. Donc pourquoi les États africains n'auraient pas le même droit dans les cadres justement de l'instruction d'un dossier en matière de demande des visas, qu'on va leur contraindre à dire qu'il faut quand même un minimum de temps, alors que les autres États se permettent, enfin c'est pas ce qu'ils se permettent, fournissent des délais beaucoup plus lents. Ce qui est vraiment incroyable, lorsqu'il s'agit de l'Afrique, c'est étonnant, mais lorsqu'il s'agit d'ailleurs, ça n'étonne personne. Surtout lorsque la demande vient d'un avocat qui défend le droit d'un membre éminent de l'opposition, qui est membre d'une organisation comme la FIDH. Évidemment qu'on doit le surveiller comme du lait sur le feu. Du tout. Absolument pas. C'est pour ça, et encore une fois, je leur ai dit, il n'y a pas eu de refus de visa de la part des autorités djiboutiennes. Il y a juste eu une lenteur administrative. Ben, comme partout. Voilà. Et l'autre chose, effectivement, bien évidemment, ça prête à suspicion aussi. Parce que la venue de ce monsieur, tout en sachant qu'il faisait en torse, en tout cas, aux règles, aux législations de ces pays, c'est qu'il n'était pas forcément venu à Djibouti dans le cadre d'une mission précise, parce que sinon, il aurait dû attendre et faire valoir par la suite, s'il y avait un refus, faire valoir son droit à venir à Djibouti dans le cadre justement d'une mission diligentée par la Fédération internationale des droits de l'homme. Il ne l'a pas fait. Derrière, qui c'est qui n'a pas été transparent? Ce n'est certainement pas Djibouti, mais la personne qui s'est rendue en toute illégalité à Djibouti. On va terminer sur la réaction suite à l'expulsion des deux enquêteurs. La réaction vient du MRD, évidemment. Évidemment, c'est leur avocat. Il dit ceci: cette double expulsion est une nouvelle illustration des pratiques liberticides et antidémocratiques du régime d'Ismaël Omar Guelleh. Vous vous dites quoi? Ah non, nous, on n'a absolument ni à apporter un point de critique ou comment dirais-je, à critiquer ou j'en sais rien, mais nous, on n'a absolument rien à dire. On le laisse dire ce qu'ils veulent. C'est leur liberté et leur droit de dire ce qu'ils veulent. Très bien. Alexis Mohamed, merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes chargé de mission du président de la République de Djibouti. Merci en tout cas d'être venu nous donner votre version des faits sur l'expulsion de ces deux représentants de la FIDH. L'invitation à quitter le territoire. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. L'entretien du jour s'achève. Excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud.